Ok. Bonjour Sylvain, Bonjour Patrice. merci de cette invitation. Merci à toi. Très content de le faire avec toi. Et voilà, comme on disait, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont un chemin comme ça. Enfin, moi, j'en connais pas beaucoup qui ont des chemins comme ça. Et du coup, ton chemin, il est très riche et plein d'aventures. Alors, si tu veux bien nous raconter un peu ton parcours qui est assez impressionnant et plein d'anecdotes. On démarre d'où? Si tu veux commencer par le petit Patrice, comment il était, s'il te plaît. Alors le petit Patrice, d'heure je ne me souviens pas, bien sûr, en tant que bébé, mais je sais par des lettres que m'a donné mon père, que lui écrivait ma mère, que c'était un couple très amoureux, qui avait envie d'avoir un enfant, donc je suis un enfant de l'amour. Ça, c'est plutôt sympathique. Et puis, dans les lettres de ma mère, j'ai vu qu'elle était assez romantique et même un peu rêveuse. Elle disait, il suffit d'être gentil l'un avec l'autre et on sera heureux toute notre vie. Sauf qu'il y a eu un gros imprévu. J'avais 11 mois quand elle est décédée brutalement à l'époque, on ne faisait même pas d'autopsie sur une femme de 20 ans, d'un anévrisme de l'aorte. Et ça, s'il n'y a pas pire dévastation pour un gamin que la disparition soudaine de sa mère. Ben oui. D'autant plus qu'après, mon père était incapable de s'occuper seul d'un bébé. Donc j'étais placé un coup chez une grand-mère, un coup chez une tante, un coup chez une autre grand-mère. Bref, je suis passé, bon à l'époque on n'allait pas à l'ASE, l'aide sociale pour l'enfance, c'était dans différents éléments de la famille. Et finalement, ça a été assez galère, quoi. L'enfance, l'adolescence. Mon père s'est remarié 2 fois, mais après, au bout de quelques temps, les nouvelles femmes se transformaient en marâtres. Donc, c'était pas l'idéal non plus. Et à 17 ans, j'ai commencé à travailler comme agent de service dans un hôpital et c'était très difficile pour moi. J'avais pas de métier, les études ça se passait mal. Je balayais la cour, j'avais honte de faire ça devant des jolies jeunes femmes qui passaient. C'était vraiment pour moi difficile. Et puis, je me suis réfugié dans les bouquins et en traînant dans les librairies. J'allais à Lyon, j'aimais bien traîner dans les librairies. J'ai vu au dos d'un bouquin une tête de Christ avec cheveux longs, barbe, yeux lumineux, perdu dans le vague. Et je me suis dit, ah voilà un homme, c'est sûr, il a trouvé le bonheur permanent. J'ai acheté le bouquin auquel j'ai rien compris, c'était Aurobindo, il s'appelait. C'était une figure importante en Inde. Ah oui. Et j'ai acheté plus tard les bouquins de sa compagne, de la mère, des carnets d'entretien notamment. C'est beaucoup plus accessible, il raconte ses expériences, des choses comme ça. Mais c'était tout à fait virtuel pour moi. Ça me paraissait totalement inaccessible, surtout comme on discutait il y a peu de temps, à l'époque, il y a 50 ans. La notion d'éveil, c'était vraiment le truc quasiment inaccessible, quoi. Il fallait passer 30 ans dans une grotte ou je sais pas quoi. Mais bon, je rêvais quand même d'un truc qui me rendrait heureux. Et puis, entre-temps, par chance, j'ai réussi à passer le concours d'infirmier pour entrer à l'école. J'ai eu le métier d'infirmier. Et puis, j'ai trouvé une compagne qui avait 2 petits garçons. On a vécu ensemble pendant 8 ans. Donc là, ça allait beaucoup mieux. Je me sentais mieux, je me sentais normal, intégré. Et j'ai quand même gardé l'intérêt pour la spiritualité. Et le premier type que j'ai rencontré, c'était Krishnamurti. Mon père voulait qu'on aille le voir en Suisse, je trouvais ça intéressant. J'étais très impressionné par ce petit bonhomme tout mince qui était assis très droit sur sa chaise avec des occidentaux habillés à l'oriental devant lui, c'était l'inverse. Et puis j'ai beaucoup lu Krishnamurti, mais même en mettant toute mon attention, en essayant vraiment de piger ce qu'il disait et de le mettre en œuvre, j'ai jamais vu cette grande transformation qu'il a vécue et qui a changé toute sa vie.
Et puis par la suite, le premier personne française que je suis allé voir, c'était Arnaud Desjardins. Excuse-moi. Oui. Excuse-moi. Tu m'avais dit que t'es allé en Suisse. Ah oui, oui. Après avoir vu Krishnamurti. Oui, oui, tout à Pardon. fait. Après avoir vu Krishnamurti en Suisse, en conférence où je comprenais rien, c'était en anglais, je suis allé dans son école en Angleterre. J'ai écrit, on m'a dit de venir 3 jours. Je suis allé 3 jours. Là, il y avait plein de Français, dont les enseignants. Et je me suis rendu compte que c'était des vrais êtres humains, quoi. Ils avaient les mêmes problèmes que les miens. Les gamins qui avaient une excellente nourriture végétarienne, les profs faisaient tout, hein, le jardin, l'école, tout, le ménage. Et ben les gamins allaient à la ville d'à côté s'acheter du jambon, il y avait des trucs comme ça. L'humanité, quoi. Et puis par la suite, j'ai découvert beaucoup plus tard un bouquin sur Krishnamurti qui a été écrit par la fille de sa maîtresse. Sa maîtresse s'appelait Rosaline, d'une belle blonde, qui était la femme de son impresario. Et pendant 20 ans, ils ont une liaison plus ou moins cachée. Et sa fille, qui a toujours considéré comme... Elle n'a jamais vu Krishnamurti comme un gourou, quoi, alors qu'il avait une audience mondiale, un charisme incroyable. Il y a même des chefs d'État qui allaient voir, quoi. Elle raconte un tout autre homme. Et je trouve dommage qu'il n'ait pas un peu plus montré son humanité. Je suis d'accord, ouais. Et il y a une image que j'ai retirée du bouquin, où il y a plein de photos d'ailleurs. Ce bouquin, c'est vraiment toute l'histoire de la... comment ça s'appelait l'association qui s'occupait de Krishnamurti. Bon, ça va peut-être pas me dire. C'est toute l'évolution du XVIIIe siècle, quoi. Tout un monde, 19e siècle, qui avait une influence énorme. Krishnamurti, ils l'ont considéré comme le nouveau sauveur de l'humanité. Et il avait comme tailleur celui du prince de Galles, c'est dire un peu. Il avait des maisons partout dans le monde, il aimait bien les belles montres, les Patex à l'époque, les belles voitures. Et en lisant le bouquin où il y a des tas de photos, j'ai découvert ce côté humain. Il y a une image qui m'est restée, c'est quand il allait souvent en conférence avec sa maîtresse, qui prenait une chambre à part, et la nuit, Krishnamurti escaladait les balcons de l'hôtel pour aller rejoindre sa maîtresse. Pourquoi ils n'ont pas montré ce côté un peu plus humain? Et à la fin de sa vie, d'ailleurs, il y a eu des procès, c'était compliqué. J'ai l'impression que l'inconscient l'a rattrapé. Ah ouais? Ouais. Et sa fille adoptive, on pourrait dire, un jour lui a dit, vers la fin de sa vie, mais si les gens qui te suivent écoutaient ce que tu dis, ils arrêteraient de te suivre. Il a répondu, sans l'enseignement, je n'ai plus de raison de vivre. Et je me suis dit, bon sang, moi qui allais le voir en Suisse en disant cet homme a le bonheur absolu, qui dépend de rien, ben non, il a quand même besoin de son auditoire. Un être vivant comme un... Oui, étonnant, chacun. Et j'aimais bien son côté un peu provoque. Par exemple, il disait, les hommes construisent des temples et des églises, ils construisent des statues qu'ils mettent dans les temples et les églises et ils vont s'agenouiller devant eux-mêmes. Ah ça, moi j'adore. C'est ça en fait, en plus. Oh, une grande figure, Krishnamurti. Et puis après, j'ai eu envie d'aller voir quelqu'un qui parle français, et c'était Arnaud Desjardins, comme je disais, qui avait un ashram vers Nîmes. Et j'ai eu un peu de mal parce qu'il pratiquait le silence. La journée, c'était le silence. Il fallait préparer et manger en silence, sauf pendant le temps des conférences. Moi, j'avais plus besoin d'échanges à l'époque. Puis il y avait des temps de bouddhistes, c'est pas mon truc, vraiment, c'est pas une approche, mais j'ai trouvé Arnaud Desjardins très respectueux, il m'a reçu avant que je parte, il m'a posé des questions, il n'a pas été offensif, il a pas, vraiment très respectueux. Et j'ai été impressionné par une séance avec sa femme, Denise Desjardins, qui était une sorte de thérapie sur vie antérieure. Et puis par la suite, comme je faisais une enquête avec un copain sur les éveillés, j'ai écrit à Denise Desjardins, qui avait plus de 80 ans, et qui à un moment dans sa lettre écrivait « Je ne suis pas arrivé au bout du chemin ».
Alors là, je me suis dit, déjà j'avais l'idée que c'était inaccessible, mais une femme qui a passé 60 ans à rencontrer tous les grands sages de la planète avec son mari qui les interviewait, plus des dizaines d'années dans les ashrams en Inde, si elle n'est pas au bout du chemin, je laisse tomber le bout du chemin. Voilà. Mais c'était intéressant. Ah ouais. Et puis oui, c'est un sacré personnage, les deux. Ouais. Et tu m'avais dit aussi que tu avais rencontré Amar et puis... Voilà. Et alors, avant de rencontrer Yvan Amar, Pardon. quand je me suis séparé de Dominique, ça m'a mis un choc. On s'est séparés en très bon terme, on continue à se voir les enfants, tout ça, mais ça m'a quand même bien secoué. Et je suis allé, comme d'hab, dans les librairies, et je me disais, je veux passer à la pratique quand même. Et j'ai trouvé un bouquin, guide pratique de méditation, un truc comme ça. Je n'ai pas regardé le nom, mais ça s'appelait Osho Rajneesh. J'ai su après que c'était un personnage aussi important. Mais je ne m'occupais pas du personnage, j'ai mis en œuvre ces méditations que je trouvais très claires, très simples. Je faisais par série de 7 semaines. Et par exemple, il y avait une méditation où on fait les derviches tourneurs, ces hommes du soufisme, qui est une branche musulmane, mais pacifique, et branchée sur le mystique et l'amour. Et au bout d'une semaine, j'arrivais à tourner très vite dans mon salon, au point que les tapisseries, c'était plus que des lignes de couleurs. Et à un moment, poum, c'est devenu évident que je ne bougeais pas. C'est la pièce qui tournait. Moi, l'axe central, je ne bougeais pas. Ça, c'était une belle expérience. Et donc, par ces pratiques méditatives, j'ai découvert... et puis, il y en a une autre qui est assez intéressante. On met une bougie le soir, on se regarde dans un miroir en essayant de ne pas cligner des yeux pendant 20 minutes. Ah oui. Et souvent, on voit des visages défiler, et à un moment, c'est le miroir qui me regardait, là, j'ai pris peur. Non, Osho a eu un grand mérite, c'est d'inviter les Occidentaux dans son ashram en Inde, de mélanger les thérapies occidentales avec les approches orientales. Et plus tard, j'y suis allé avec une amie dans son ashram, mais il est mort depuis plusieurs dizaines d'années, je ne l'ai pas rencontré. Donc ça m'avait marqué aussi, Osho, surtout ses pratiques. Ah oui, puis raconte-moi, si tu veux raconter un peu les rituels qu'il faisait. Bon, c'est un peu rigolo, mais ah oui, c'est assez particulier donc, quand même. Il était décédé depuis un moment dans son ashram, et Osho était quelqu'un, même jeune, il faisait déjà vieux. Et j'aimais beaucoup la première image que j'ai vue, quand il commençait à parler un peu. Il était habillé à l'indienne, avec le drap, quoi, comme on dirait, assis sur un vieux siège de 2 chevaux posé dans l'herbe. Et il avait quelques disciples. Quelques années plus tard, ça n'avait plus rien à voir. C'était des tenues pas possibles, des montres pas possibles. Il connaissait, je sais pas, il y avait plusieurs dizaines de Rolls, quoi. Et dans l'ashram, quand on veut visiter la chambre d'Osho, ce qui était la chambre d'Osho, il fallait acheter des chaussettes neuves pour parier le marbre. Et on mettait nos chaussettes neuves face à une immense Rolls limousine qui était briquée tous les jours. Et sa chambre, c'était d'un kitsch, mais alors d'un kitsch, du marbre, de l'or, machin, mais tape à l'œil, hein, à la Trump, quoi. Et tu me disais, il y avait un tunnel avec les parfums. Voilà, comme il était très, très sensible et asthmatique, et qu'il y a beaucoup de végétation dans son ashram, il a fait faire un tunnel en verre pour aller s'asseoir au bout, au milieu de la végétation, mais sans être en contact de la végétation. Et quand il était toujours là, pour aller au darshan, quoi, à la rencontre du soir, il fallait passer sous un portique et devant 2 sniffeuses. Parce que du temps d'Osho, elle vérifiait qu'on était propre, donc pas de sueur, mais pas de parfum, pour pas déranger Osho. Et 20 ans plus tard, il y avait toujours le portique et les 2 sniffeuses, alors qu'il n'était plus là. Et les noms, si tu veux aussi, tu sais, tu recevais un nom et... Ah oui, là-bas j'ai assisté à un rituel que j'ai trouvé impressionnant. Je n'étais pas branché là-dessus, mais il y a les nouveaux adeptes reçoivent un nouveau nom. Et on est tombé à un moment, ça se passait, et il y avait dans l'immense Bouddha Hall, tout en marbre, qui peut recevoir 1000 personnes, quoi. Il y avait 9 femmes en blanc,
un carré, l'adepte qui était au milieu sur une chaise, 2 autres femmes qui lui massaient le dos pour le détendre. Et à un moment, il y avait la prêtresse, l'officiante, qui arrivait avec un grand épée en verre, qui lui mettait sur le crâne et disait « Maintenant, tu t'appelles comme ça ». Et à ce moment-là, il y avait un orchestre sur place qui partait, qui explosait, il y avait des centaines de personnes qui dansaient. Ah, j'ai trouvé ça très très bien fait. Ah oui, quand même. J'avais l'impression de retrouver les vieux rituels antiques en Égypte, dans le temple de Karnak, des choses comme ça. Super. Bah, au show, après, pareil, j'ai découvert beaucoup plus tard, il a quitté l'Inde parce qu'il a des problèmes avec les impôts, il ne payait pas, quelque chose comme ça, et il est allé en Oregon aux États-Unis. Ils ont acheté un grand terrain, mais vers un tout petit village de retraités, paysans retraités. Ils ont fait un truc de fou, c'était complètement rocailleux, ils ont fait un lac, ils ont planté des arbres, ils ont fait une grande communauté qui pouvait accueillir 3000 personnes. Sauf qu'ils sont rentrés en conflit avec les paysans du coin, parce qu'ils étaient assez bruyants. Au show, c'était la musique, bah ça c'est plutôt sympa. C'était les relations sexuelles à volonté jour et nuit. Et les paysans de l'Oregon, ils étaient un peu dérangés, choqués, ils sont rentrés en conflit. Et à un moment, ils ont porté plainte. Ce qui fait que le gouvernement du coin s'est penché sur la question. Ils ont voulu faire une perquisition de l'ashram. Et à ce moment-là, les disciples commençaient à s'armer. Mais ils étaient mieux armés que les agents de police du coin, quoi. Ah ouais. Ils sont entraînés au tir et il a fallu avoir une confrontation armée. Osho s'est barré avec son jet privé, quelques de ses disciples favoris. Il a laissé tous les autres dans la merde. Et comme il devait faire le plein quand même avant de repartir en Inde, ils l'ont chopé, ils l'ont mis en prison. Il n'a pas aimé du tout et ils lui ont dit « Bon, on vous fait traîner des mois, on vous change de prison en prison, on vous met avec n'importe qui, n'importe où, ou vous signez un truc disant que vous ne revenez plus jamais aux États-Unis. » Et j'ai trouvé incroyable cette escalade de violence. Il voulait même tuer le juge qui faisait l'enquête. Il y a des disciples qui étaient dans le parking où il devait prendre sa voiture pour le tuer. Je dis, mais comment un mec qui est un grand sage peut cautionner des trucs comme ça alors qu'ils avaient un pognon énorme. Il suffisait qu'ils rachètent un autre terrain où il n'y avait pas de paysans à côté, personne à 3 km à la ronde, c'était tout à fait réalisable. C'est étrange quand même. Et à un moment, Osho a demandé à son médecin comment se suicider. C'est curieux quand même. Ouais. Et il est possible qu'il soit suicidé, il est mort, il n'avait pas 60 ans. Ah ouais. Ok. Voilà l'épopée Osho. Et bon, ça c'était quand même, tout ça était très loin, quoi. Et à un moment, j'ai demandé à un cas qui avait beaucoup voyagé en Inde, avec qui j'étais en thérapie, je lui ai dit, mais t'as pas quelqu'un à me conseiller? Je pensais partir en Inde. Et il me dit, non, t'as quelqu'un en France qui est très bien, qui s'appelle Ivan Amar. Donc je suis allé à Gordes, qui est un très joli village du sud, voir Ivan Amar. Et ce jour-là, il y a quelqu'un d'imprévu à côté de lui qui se faisait appeler Solaris, un jeune gars très provocant, très explosif, très solaire. Et je trouvais ça faisait un beau duo en haut, parce que Ivan Amar était calme, pédagogique, il expliquait bien les choses, et l'autre qui était explosif. Mais moi, j'étais ébloui par l'explosif. Je voulais un truc fantastique, pas un massage très paisible, quoi. Et j'ai suivi pendant plusieurs années Solaris. Avec lui, il y avait du spectacle permanent. Je ne savais jamais ce qui allait se passer, quoi. Et puis, il disait que, en fait, il était complètement réalisé, il n'y avait plus de pensée, plus rien, et que sa mission sur Terre, c'était d'éveiller les éveillés. Ah Donc, ouais. il veut être Carrément. l'éveilleur des sages. Mais il arrivait à mettre le doigt sur des aberrations. Il y avait tous les ans une rencontre spirituelle avec Terre du Ciel, je crois, où il y avait plein d'éveillés qui venaient. Et Solaris, qui faisait faire 1m60 tout mince, qui s'est installé à l'entrée avec un pipeau et qui insultait les gens qui allaient au forum spirituel. Il a tapé sur quelque chose. Bah, il était chiant, mais il a touché quelque chose parce qu'ils ont fait venir les flics et les chiens pour évacuer un bonhomme d'1m60 avec un pipeau.
J'étais beaucoup ébloui et illusionné par ce gars. Je voyais pas quand même... il y avait quand même des gros angles morts, hein, quand il employait cette expression. Et je l'ai vu clairement, un jour, on était réunis dans une belle maison, on était une trentaine à table, et il avait une maîtresse en plus de sa compagne, et sa maîtresse était à côté d'un copain, Alain, qui avait fait le tour du monde, qui avait été au début d'Auroville, qui avait plein de choses à raconter, et sa maîtresse rigolait avec Alain. Solaris a pris une soupière brûlante, il a balancé ça à la gueule de sa maîtresse, qu'il a tout juste esquivé. Le soir, on a eu droit à une scène de jalousie dantesque alors qu'il nous disait qu'il ne fallait pas faire de bruit. Et alors, je me suis bien illusionné avec ça. Je lui donnais un pouvoir qu'il n'avait pas du tout. Et puis à un moment, j'ai les yeux qui se sont ouverts et j'ai dit, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Je lui ai prêté de l'argent parce qu'il se lançait dans le cinéma. Et un jour, je lui ai dit, bon, écoute, tu me rends l'argent parce que je suis plus d'accord avec la direction que tu prends. Il me dit, mais j'ai pas d'argent. Là, tout part dans le cinéma. Tu débrouilles comme tu veux. Tu envoies des disciples faire une quête sous n'importe quel prétexte. Mais si tu me rends pas mon fric, moi, je vais au commissariat demain et je porte plainte pour escroquerie. Comme il faisait tout au black et à l'écart de tout, il m'a dit, viens me voir. J'étais vers Romans, pas très loin de chez moi. Je suis allé le voir, et là, c'était un grand moment de jouissance. Je me suis confronté au mec que j'idéalisais, je tremblais devant lui, j'ai dit, écoute, tu nous dis que tu n'as plus de désir, t'attends rien, tu n'as besoin de rien, pourquoi tu fais des scènes de jalousie? Renonce à la sexualité, définitivement, puisque tu n'as besoin de rien, pourquoi tu nous racontes des trucs comme ça? Et puis, blam, je lui ai sorti tout ce que je voyais. Et là, j'ai vu un mec tout timide devant moi, quoi. Il a sorti son portefeuille, il me dit, mais si je te donne 50 €, je dis, tant que tu me rembourses, ça va. Tu me donnes des mensualités, ça va. Et j'avais plus du tout peur de lui, ça m'a fait un bien fou, mais j'avais peur de ses disciples. Ah oui. Je dis, ces connards, ils sont prêts à me sauter dessus, me tabasser. Hein. Oui, parce qu'il faisait des trucs spectaculaires, tu disais. Hein, ah oui, oui. L'été, on était tous à poil, il y avait des... Mais il était capable de faire... À un moment, il s'arrêtait de manger, il a jeûné un mois, on l'a vu fondre à vue d'œil, mais le soir, il levait le bras vers le ciel, il faisait descendre l'énergie, tout le monde partait, tout le monde... il avait vraiment des capacités. Mais comme souvent, ces capacités incroyables, c'est un mélange d'expériences authentiques avec des réactions humaines qui n'étaient même pas vraiment vues, quoi. On peut dire aussi des emprises de oui, parasites. Ah oui, mais une grande emprise sur les gens. On peut dire que, même lui, il était en emprise. Ah oui, oui. On ne va pas parler de ce sujet, mais ah oui. C'est fort possible. Quand les gens ont des dons comme ça, c'est louche. Il y a plusieurs personnes qui lui disaient, mais attends, il y a des trucs que tu ne vois pas là. Il disait que c'est les gens qui ne voyaient pas clair. Et sous prétexte de lutter contre l'ego, avec son groupe, il tomberait à bras courcis sur quelqu'un et tout le monde massacrait. Mais son plus fidèle disciple dont il massacrait l'ego depuis 20 ans, moi je voyais un gamin soumis, hein. Je ne voyais pas un mec libre. Ouais, super. Et tu m'avais dit que tu avais rencontré aussi, quand tu es parti au désert, là. Ah oui, j'ai rencontré un gars qui s'appelle David Siouxsi. Voilà. Ça a été le gourou d'Isabelle Padovani, qui est toujours d'ailleurs son gourou. Elle dit que pour elle, c'est vraiment un grand de grand. Parce que ce mec a l'air vraiment bien centré, mais j'accrochais pas trop à son enseignement. C'était un peu paternaliste. Il s'adressait à des enfants, il faut être gentil, des choses. Par rapport à Solaris, c'était pas du tout pareil. Mais il avait proposé une marche dans le désert. On est parti une semaine marcher dans le désert. J'ai trouvé ça fantastique. Ah ouais, quand même. Et le soir, il faisait un enseignement. Bon, on était bien crevés parce qu'on marchait toute la journée. Il faisait un enseignement. Au milieu du désert, pas un bruit. Ça, c'est le seul endroit au monde. Une nuit, je me réveille, on se couchait tôt avec la nuit qui tombait. Et j'étais bien réveillé, en forme. Je m'étais mis un peu à l'écart, on dormait à la belle étoile, il faisait bon.
Et je dis, tiens, je vais aller marcher un peu dans le coin. Et j'ai vu que mes empreintes restaient sur le sable humide de rosée. Je dis, je vais m'éloigner un peu, mais un silence total. Pas un animal, pas un bruit de vent, pas un bruit de feuilles, rien. C'est le seul endroit où il y a le silence total. Et je crois que c'était dangereux de partir comme ça la nuit. Ah ben, moi, je ne suis pas allé très loin. Ouais. Puis je voyais mes pieds. Et le lendemain, j'ai appris que quelqu'un a voulu se lever pour aller aux toilettes. Il s'est paumé. Ouais, c'est ça. Et il savait plus. Et il voulait pas gueuler pour pas réveiller tout le monde. Il a tourné pendant 2-3 heures. Ouais, beau parcours déjà de rencontre. Hein. Ben, David Siouxsi, oui. Ah ouais, quand même. Et puis il était souvent avec sa femme. C'est un grand gaillard, montagnard, mais D'accord. peut-être que je l'ai un peu raté, cet homme. Et puis, après l'épisode Solaris très tumultueux, parce qu'à un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé, on s'est retrouvé chez quelqu'un vers Bordeaux, là-bas. Il allait comme ça, où on l'invitait. Et c'était très glauque, c'était un soir de Noël en plus, c'était très glauque, il avait l'air mal dans sa peau, et j'ai dit, mais là, je traverse une période difficile. Il dit, tu peux crever, j'en ai rien à foutre. J'avais fait des centaines de bornes pour chercher du réconfort. Je dis, ok, et ben, je dors vite fait, demain je me barre. Et je me suis barré. Ah ouais. Et après ça, j'avais assisté à une conférence, c'était pas Douglas Harding, mais quelqu'un qui connaissait bien Douglas Harding, qui proposait des exercices pratiques très simples, que j'avais bien appréciés. La vision sans tête. Voilà, la vision sans tête. Ce qui m'avait marqué, il a pris des cartons, il a fait l'ovale d'une tête, et puis en bas, il avait collé un petit miroir, et donc il distribuait le carton aux gens, il disait, regardez-vous dans le miroir, regardez bien les formes, les couleurs, tout ce que vous vous dites sur vous-même, voyez tout ça. Et une fois qu'on avait bien regardé, il dit, tout ça c'est votre identité, vous n'êtes pas ça. Maintenant, mettez le carton devant vous. C'est un espace vide. Regardez, gauche, droite, il accueille le sol, les voisins, le ciel, sans aucune réaction, quoi. Il accueille tout. Maintenant que vous avez bien vu que cet espace vide accueille tout, ramenez-le vers vous doucement, doucement, doucement. Et à un moment, il y a les bords du carton qui disparaissent. Il dit, voilà, vous avez revêtu votre vrai visage. Vous êtes un espace vivant d'accueil sans aucune forme. Et cet exercice, j'avais bien aimé, donc j'ai fait un stage de 8 jours avec lui, mais j'étais encore avec mes rêves d'éveillés spectaculaires, d'expériences fantastiques, tu vois les anges, n'importe quoi. Et je traînais un peu pour les exercices, j'aimais bien Douglas, il avait plus de 80 ans, sa femme Catherine aussi, très accessible, très simple. Et je faisais un exercice qui m'emballait pas, on était chacun par deux derrière un grand carton, il fallait remonter la tension vers soi. On enlève le carton et boum, j'étais l'espace. Mais j'étais complètement l'espace, pas seulement comme le petit exercice. Là, les pensées, les émotions traversaient, c'était pas moi. Et ma première réaction, c'est de dire, mais bon sang, c'était là depuis le début. Ben oui. Je ne l'ai même pas vu. Je cherchais partout, devant, à droite, à gauche, devant, derrière, alors que c'était là derrière, depuis toujours, naturellement. Waouh! Et là, c'était bien intégré, quoi, à ce moment-là. Le soir, je me couchais dans l'herbe, je voyais les étoiles, j'étais pas séparé des étoiles. L'espace d'accueil accueillait les étoiles, il n'y avait aucune séparation. Donc c'était quand même fantastique, quoi. Et tu me disais aussi que c'était un homme très 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 simple. Ah, très simple, très abordable, très... Et puis, contrairement à ces gourous, Solaris notamment, qui disaient « je suis éveillé », alors qu'il y a plein de réactions psychologiques que tout le monde voyait sauf lui, Douglas disait « il y a le petit Douglas et il y a le grand Douglas ». Donc il ne reniait pas l'humain en lui. Donc... Et je l'ai reçu plus tard chez moi parce que j'ai organisé un stage à Lyon et j'ai vu qu'il était à la scène comme à la ville. Il n'y avait pas d'écart entre le personnage qui parlait sur l'estrade et quand on mangeait le soir ensemble, quoi. Ouais, ça c'est bien ça.
Et alors, cette magnifique qualité d'être, j'étais ravi. Mais quand je suis rentré chez moi, après 2 jours, poum, disparu. Je ne savais plus comment la retrouver. J'ai appelé Douglas en catastrophe. On dit, mais c'est parti. Il dit, oh, ça se passe souvent comme ça. Refais les exercices, persévère, continue. Donc j'ai refait les exercices. Et effectivement, au bout de quelques jours, je me baladais avec une amie dans la rue et tchouk, le truc est revenu. Oh, mais quelques secondes, puis disparu. Ah, je suis comme un clin d'œil pour dire je suis jamais bien loin. Mais il a fallu pratiquement 20 ans pour que je puisse revenir à cet espace vacant, n'importe où, n'importe quand. Pour que ce soit très facile, là je fais un demi-tour de l'attention, c'est évident que c'est pas le personnage qui te regarde, qui regarde la pièce, c'est cet espace vacant qui accueille tout sans état d'âme. C'est nickel. C'est nickel. Pas besoin de plus. Non. Après, même en revenant très facilement n'importe où, n'importe quand, je reste pas longtemps dans cette qualité d'être parce que le mental qui est très puissant, très habile, repart, soit un prétexte ou un autre, machin. Et notamment, quand on a discuté il y a peu de temps, je m'étais fait une image de l'éveil qui était une sorte d'explosion où tu vis dans le bonheur, la quiétude absolue en permanence, et cette image est restée. Du coup, quand je comparais mon image à cet espace paisible qui ne demande rien, qui est sans jugement, oui, mais il manque un truc. Mais le problème, c'est de penser qu'il manque un truc. C'est ça, en fait. C'est ça le problème. C'est d'attendre un autre truc. C'est ça. Attendre autre chose que ce qui est là, comme tu le dis si bien. Ouais, oui. Bon, c'est super. Est-ce que tu peux nous raconter alors ça? Parce que c'est dans le chemin, dans ton chemin à toi, cette expérience sur la nourriture. Oui, volontiers. Je trouve ça un peu exceptionnel quand même. Je bois un coup. Oui, vas-y. Oui, parce qu'en fait, en plus, comment ça t'est arrivé? Et puis au niveau de la santé aussi, c'est quand même pas mal ce que tu as vécu avec... Il y a 40 ans de ça environ, des amis qui me disent on va voir une dame à Lyon qui a arrêté de manger, qui s'appelait Jasmine. Enfin, c'est son nom de scène, si on peut dire. Une Australienne. Donc, je vais avec les amis à Lyon, c'était sur une voie de quai de Saône. Et cette dame ne mangeait plus depuis longtemps. Elle buvait de temps en temps, elle ne mangeait plus. Elle disait que de temps en temps, elle faisait plaisir à un carré de chocolat, mais autrement, rien d'autre que de l'eau. Et je n'arrivais pas à y croire. Hein. D'autant plus qu'à côté de ça, le personnage nous disait « Oui, je suis en contact avec 12 maîtres ascensionnés. » Pas un ou deux, il y en a qui ont Jésus ou Krishna, mais elle, 12. Bon. Et puis, il y a quelqu'un qui s'adresse à elle, qui lui dit « Maître, est-ce que... » Elle dit « Non, ne m'appelez pas maître. Moi, je suis comme tout le monde, évidemment. Tout le monde arrête de manger pendant 20 ans. Tout le monde est en contact avec... » Je dis, il y a un petit manque de lucidité quand même. Puis, il vendait des t-shirts. J'avais rejeté le truc à ce moment-là. Alors que c'était quand même une grande pionnière. Hein. Elle a même essayé d'amener ça dans les favelas au Brésil, dans les choses comme ça. Mais quand tu crèves de faim, pas vraiment ouvert à ça, quoi. Elle avait mis en place un protocole sur 3 ou 4 semaines où les 7 premiers jours, on ne mange pas, on ne boit pas. Puis les 7 jours plus tard, on va prendre de l'eau, puis après, éventuellement, un jus de légumes très léger. Et on le disait qu'il y en a, au bout du protocole, arrêter de manger. Pour ce que j'en ai eu comme écho, ça ne marche pas souvent. Et puis surtout, elle a eu un mort. Ouais. Donc il y a des gens qui ont porté plainte, elle a arrêté ce protocole. Et bon, je vais reprendre dans l'ordre. Donc, je n'avais pas trop accroché à cette femme. Et puis, je faisais des séminaires spirituels avec un gars qui s'appelle Étienne Charest. Moi, je ne suis pas du tout sensible aux énergies subtiles, je ne perçois rien, quoi. Il y a des gens qui perçoivent plein de trucs. Mais Étienne Charest est le seul mec qui arrive à me faire vivre des trucs. Il avait un exercice, j'aimais bien, il appelait ça l'ascenseur. Vous mettez debout, on était 30,
je reste debout, faites rien. Je dis bon, on va monter 5, 10, 15, 20 étages. Puis à un moment, il se mettait à crier pour évacuer des trucs, des douleurs, puis continuer à monter. Et à un moment, je me sentais m'allonger, devenir diaphane, plus de pensée, plus rien. Tout s'arrêtait. Oh! Et il arrivait à me faire vivre des trucs comme ça, quoi. Alors j'aimais bien Étienne Charest. Et un jour, il y a une femme qui lui dit « Oh, j'ai mal à la tête, là. » Il la regarde, il s'approche. « C'est normal, ton corps énergétique est décalé. » Il prend 2 doigts, choc, et là, j'ai plus mal. Et donc, à un stage suivant, je vois Étienne Charest, qui était un grand gaillard bien en point, qui avait perdu 50 kilos. On lui demande ce qui lui arrive, il dit j'ai arrêté de manger à 3 mois. Ah bon, tu manges plus? Non, pas que de l'eau. Et là, d'un seul coup, c'est devenu concret. J'ai vu quelqu'un que je connaissais, qui a fondu, et qui mangeait plus depuis 3 mois. Et je lui dis, mais t'as une recette pour arrêter de manger? Parce que moi, je me portais bien, hein. Je montais à 86 kilos, ça m'encombrait. Il dit non, je n'ai aucun contrôle là-dessus, mais si t'as l'intention, faut voir. Bon, fini la journée, je rentre chez moi le soir, bon, je me dis, je vais me croquer un bout de jambon, quelque chose, je prends 2 bouchées, plus faim. Ah bon? Bon, je donne le reste au chat. Le lendemain, je me prépare un petit déjeuner, je prends 2 bouchées, plus faim. Ah! Et j'ai eu la chance de rester attentif, vraiment ressenti, et pas partir sur l'envie, parce que je suis très gourmand. Moi, si je pars sur l'envie, je mange 4 desserts sans problème. Hein. Donc, je suis resté au ressenti, et à l'évidence, j'avais plus faim. La faim, c'était arrêté. Je mangeais par habitude, pas par nécessité. Et comme je bossais, un jour, j'allais au self avec des collègues, et je prends un verre d'eau, ce qui était quand même un peu gênant. Et j'ai compté ma voisine combien elle avait de bouchées, je crois que pendant un repas, c'est 70-80. Moi, après 2, j'étais gavé. Et j'ai perdu 15 kilos. Les gens ne s'en rendaient pas compte tout de suite. Puis à un moment, je commençais à faire peur à l'entourage parce que je suis descendu à 57 kilos, quoi. De 86 à 57. Et là, ça commençait à se voir. Et alors, je continue à bosser. Et je pouvais rester à l'eau. C'était pas un problème. J'avais plein d'énergie, mais je me dis, je vais pas faire peur à tout le monde, surtout en allant bosser, quoi. Du coup, j'ai trouvé un système. J'ai fait des sortes de repas, essentiellement à partir d'eau et de lait végétal. Donc le matin, je prenais du soja chocolat. Allez hop, ça me faisait un petit déjeuner rapidement. Le midi, je vais me faire une sorte de café très allégé avec du lait d'amande, des choses comme ça. Et puis le soir, je me faisais une soupe légère. Donc j'avais l'impression d'avoir des repas et ces quelques apports caloriques faisaient que mon poids s'est stabilisé un peu plus haut. Et j'ai un copain médecin que je connais depuis très longtemps, 40 ans, quand il a vu que je ne mangeais plus, il m'a dit « Mais t'es fou, tu vas avoir des carences irréversibles. » J'ai dit « Fais-moi un gros bilan sanguin. » Je suis allé le faire piquer, je lui ai envoyé les résultats, il m'en a plus jamais reparlé. Non seulement c'était à peu près normal, mais j'avais un taux de vitamine E largement au-dessus du seuil normal. La vitamine E, c'est antioxydant, anti-inflammatoire. Et avant cet épisode, j'avais une tendinite de hanche depuis plusieurs années. J'avais fait des tas d'examens, des tas de trucs énergétiques, pas énergétiques. Rien n'y faisait. Là, en 15 jours, elle est partie. Et je me dis, la vitamine E, on dirait que le corps l'a sécrétée pour traiter cette tendinite de hanche. Ouais, du coup, ça fait combien de temps? Parce que tu continues? Alors, au bout de... Non, j'ai fait ça 1 an et demi. Un an et demi sans croquer quoi que ce soit. Ah ouais. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Je me dis, mais quand même, j'aime bien les saveurs. Moi, j'aimerais bien trouver plus de saveurs. Je prenais toujours la même chose, quoi. Mais j'appréhendais beaucoup. Je me dis, mais si je retombe reprends mes 20 kilos de trop, c'est... Bon, puis je me suis mis à remanger en me disant, je vais remanger très doucement. Et le plus fou de l'histoire, je remange modérément. Oh oui. Et au bout d'une semaine, je me pèse, j'avais perdu du poids. Je dis, mais c'est pas possible, cette histoire. Je dis, bon, puisque c'est ça, je vais prendre les grands moyens.
je vais m'acheter une plaquette de beurre, du pain frais, je dis je vais me faire un gros déjeuner comme je veux bien, tartine de beurre. Mais il m'a fallu du temps pour que le poids remonte un peu et que je fasse pas trop peur à l'entourage. Et heureusement, j'ai pu me stabiliser à savourer les saveurs que j'aime bien sans reprendre tous les kilos perdus. Je suis en général en dessous de 70. Là, ça va. L'idéal, c'est 67 pour 1m75. D'accord. Et puis, comme la gourmandise revient très vite, hein, dès que je croque, la gourmandise en veut plus. Quand je me suis laissé aller, que j'ai trop mangé de sucre ou de graisse, je jeûne 2 ou 3 jours. L'idéal, c'est le jeûne sec. 3 jours de jeûne sec sans boire, poum, 3 kilos de moins. Ah ouais. Ça redescend très vite. Oui, et du coup, tu continues ton... Je continue avec une ouais. alimentation. Mais pour pas prendre de poids, il faut que je fasse l'équivalent d'un seul repas des gens normaux. C'est-à-dire que le matin, je prends juste un verre de soja chocolat, j'aime bien, ça me suffit. Le midi, je vais me prendre un café au lait avec 2 tranches de pain grillé et du beurre. Dans l'après-midi, un bout de fromage, un petit truc sucré, le soir, des fruits et une soupe. C'est l'équivalent, en gros, d'un repas classique, quoi. En une journée. En une journée, voilà, étalé sur la journée. Ouais, c'est pas évident, parce que comme ça, spontanément, comment c'est arrivé, quand même, c'est... Mais c'est une chance, parce que quand j'ai vécu ça, je me suis intéressé au milieu dit pranique. On appelle ça pranique, les gens qui ne mangent pas. Il y a de connus, il n'y a même pas 10 personnes en France. Je suis allé en rencontrer quelques-uns. Et j'ai vu surtout les gens qui s'inscrivent à leur stage. J'ai connu pendant quelque temps une femme qui avait fait plusieurs stages comme ça, qui faisait des efforts pas possibles, et puis au bout d'un moment, à la fin du protocole de 3 ou 4 semaines, boum, elle reprenait tout. Et pourtant, moi, j'ai fait aucun effort. Et eux, ils faisaient des efforts démesurés sans y arriver, quoi. Mais c'est ça qui est exceptionnel, parce que je me suis un peu intéressé, je ne le fais pas, mais ouais, c'est pas évident. Ah, c'est une chance, hein. Moi je ne le prends pas comme un mérite, hein. J'ai rien fait, hein. C'est un coup de chance. Et peu de temps, il y a plusieurs qui m'ont invité pour témoigner à leur stage, et le gars qui était pas loin de Bordeaux, donc il m'avait invité par là-bas, il avait eu un mort peu avant. Un mec de 56 ans, un Italien, mort pendant le jeûne. Hein. Il a eu de la chance que la famille ne porte pas plainte. Sinon, terminer ses activités. Bon, mais c'est pas mal. Et tu as fait quelques livres aussi sur... Ben, tu as fait un livre sur ça aussi. Ouais, que j'ai appelé Sans fin, FAIM, pour le jeu de mots. Et puis aussi un sur... est-ce que tu veux nous en parler, ces expériences de bénévoles dans les prisons? Voilà, je trouve ça intéressant. Parce que... J'ai un ami qui me dit ils sont en train de lancer un projet sur une prison pour mineurs. C'est l'association Lire pour en sortir, qui cherche des bénévoles pour encourager les jeunes prisonniers à lire. C'est un milieu que je ne connaissais pas du tout. Moi qui aime bien explorer des tas de choses, je me suis dit ah bah ça m'intéresse, donc je me suis inscrit. Et on était 7 candidats, il y a eu une journée de formation à la prison, dans une pièce annexe. On nous a bien expliqué comment entrer en contact, les trucs de sécurité. Ils nous ont fait visiter la prison, donc c'était très bien. Et puis à partir de là, on arrive avec un catalogue de 350 bouquins qu'on présentait aux jeunes en disant choisis un bouquin et on te l'offre. Donc ils choisissaient un bouquin, on leur offrait le bouquin, ils le lisaient, on leur demandait de faire une fiche de lecture. Bon, moi les fiches de lecture, des fois je les aidais, parce qu'en général, les gars, ils n'ont pas fait un parcours scolaire très poussé. Et le premier gars que j'ai rencontré là-bas, il m'a impressionné parce que ce garçon était là depuis 4 ans. Il allait arriver vers 18 ans, donc il allait être muté dans une prison pour adultes. Et je trouvais qu'il avait une sorte de philosophie de la prison. Pas revendicatif, rien, paisible. Il avait lu tous les bouquins de la bibliothèque avec lui, parlait de littérature, c'était bien. Et il m'a impressionné, ce gars.
il était ce qu'ils appellent indigent en prison, quoi. Il n'y a pas de sous ni rien. Ils ont une petite aumône mensuelle pour s'acheter des bricoles. Et après qu'il soit parti, j'ai discuté avec des éducateurs. Ils m'ont dit « Ah, mais tu sais pourquoi il était là ?» Je dis « Non, il a tué sa mère de 60 coups de couteau. » Le décalage entre l'information et le gars que j'avais vu en échange direct, ça m'a impressionné. Et puis, après ça, j'ai rencontré d'autres jeunes. Bon, ça accrochait ou ça accrochait moi. Il y en a qui étaient quand même limite, hein, psychologiquement, très limite. Hein. Et d'autres avec qui ça passait bien. Et puis, un jour où j'arrive, et il y a une éducatrice très sympa, très mignonne, en plus, qui donnait les rendez-vous des visiteurs. Donc, elle me dit, bah, je vais t'emmener dans un lieu particulier, on va changer de coin, là. Et elle m'emmène au quartier disciplinaire. Et elle me dit, ben voilà, le jeune que tu voyais, il est au quartier disciplinaire parce qu'il a sauté sur un autre jeune, il lui a arraché un bout d'oreille avec les dents. Il y avait du sang de partout, c'est le gros bazar, bon. Et puis, donc on m'amène là-bas, il accepte de me voir, on le sort de sa cellule. Et ils nous mettent dans une toute petite pièce de 3 mètres carrés, quoi. Avec ce gars, et le surveillant nous ferme la clé. Mais avant qu'il ferme la clé, l'éducatrice passe la tête, elle dit « Je tiens à ce que Patrice ressorte avec ses 2 oreilles. » Elle est gonflée quand même. Bon, elle a bien visé parce qu'il s'est marré, puis après on a eu des échanges plutôt agréables. Super. Et tu m'avais dit que tu avais fait aussi 2 romans comme ça, etc. Alors voilà, en regardant une émission à la Grande Librairie sur la détention, comme je m'intéressais au sujet, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui avaient écrit des bouquins, j'ai cherché, il n'y avait rien sur les mineurs. Alors j'ai contacté les 3 responsables de la prison en disant, ben voilà, j'écrirais bien un livre sur la prison, et en tenant compte de votre avis. Bon, je vais écrire, puis s'il y a des choses qui ne vont pas, vous me dites, moi je peux changer, tout ça. Bon, 2 sur 3 me répondent, ok, c'est intéressant, et la directrice qui était nouvelle ne me répond pas. Elle dit qu'elle m'a envoyé un mail, je n'ai pas vu. Bon, bref. Donc je dis 2 sur 3, majorité, je fonce. Du coup, j'allais de partout, je discutais avec tout le monde, j'allais au service médical, j'allais chez les instits, j'allais chez les profs. J'ai discuté avec les éducs, avec tout le monde pour mon bouquin, donc j'ai avancé très vite, c'était vachement intéressant. Quand j'arrivais qu'il y avait un rendez-vous annulé, je dis pas de problème, je vais continuer à voir du monde. Et puis j'arrive pratiquement à la fin du bouquin, je dis ben, j'ai pas de réponse, j'avais envoyé des versions intermédiaires, je dis j'imprime et je le mets à la secrétaire de la directrice. Peu après, elle me convoque et je me suis trouvé au tribunal pendant 40 minutes. Elle me dit mais attendez, qu'est-ce que... vous écrivez dans votre livre qu'il y a un jeune qui vous a montré son portable, vous l'avez dénoncé? Je dis mais non, je ne l'ai pas dénoncé. Tout le monde sait qu'ils ont des portables. Puis si je le dénonce, je casse la relation que j'ai établie avec lui. Et elle s'en foutait de ce que je disais, elle voulait me reprocher des trucs. Et elle m'a fait raccompagner à la sortie par le responsable justice pour être sûr que je ne reste pas dedans. Bon, je préfère dans ce sens. Et viré, j'avais 3 rendez-vous. Personne n'a prévenu d'annuler les rendez-vous, viré comme un délinquant. Et j'ai compris. Cette directrice était nouvelle. Normalement, un bénévole, il va du point d'entrée à son point de rendez-vous sans faire un écart de 10 mètres. Et moi, j'allais partout. Tout le monde le laissait rentrer. Puis c'est une petite prison, tout le monde connaissait tout le monde. Et je me suis dit, mais si l'administration lit ça, ils vont lui taper sur les doigts plus que sur les miens. Elle m'a dit, j'interdis la publication. Je lui ai dit, madame, je ne vais pas jeter un bouquin qui intéresse du monde, mais je vais le remanier complètement pour qu'on ne sache pas du tout où ça se passe. Et par miracle, j'ai trouvé un éditeur. Super. Et peut-être pour finir, si on a oublié quelque chose, tu le dis, mais j'aimais bien ton histoire au niveau du sport. Ah oui, quand j'étais commencé à bosser, que j'étais très mal dans ma peau, même avant, quand mon père s'est remarié avec une marâtre, qui m'a très vite emmerdé, ils ont construit, c'était à Vienne, ils ont construit une toute nouvelle piscine, toute neuve, géniale. Moi qui adorais l'eau, j'ai passé l'été, mes journées entières.
Et je sais pas pourquoi, j'avais jamais vu ça. Il y a un tremplin de 1 mètre, je m'amusais à sauter dessus, faire des figures, je me rétamais, mais je continuais. Peu à peu, j'ai fait des figures de plus en plus. Et à l'extérieur, il y a une fosse à plongeon qui montait à 10 mètres. Donc j'ai passé mes figures de 1 mètre à 3 mètres, de 3 mètres à 5 mètres, de 5 mètres à 7, puis de 7 à 10. Et à un moment, le directeur de la piscine, il a appelé les entraîneurs de plongeon à Lyon, parce que je ne savais même pas qu'il y avait des entraîneurs de plongeon. Je lui ai dit, venez voir, j'ai un candidat pour vous. Ils m'ont embauché du coup. Et j'ai fait quelques années de plongeon comme ça. Et j'étais à l'époque parmi les meilleurs Français, mais j'étais mineur. Hein. Mmh. Et puis, au bout d'un moment, je me suis lassé, c'est vrai. Puis on se caille, parce qu'on plonge, puis on attend que les autres passent. Donc, entre-temps, on s'essuie, mais on se gèle. On replonge, on se remouille, on se ressuie, on se gèle. J'en ai eu marre. Et je suis passé au sport de combat, et j'ai fait du karaté au départ, pour me défendre, parce qu'il y a beaucoup de peur et tout ça. Et là, pareil, j'avais la chance d'être doué, j'ai avancé très vite, j'ai eu ma ceinture noire en 1 an, alors que normalement, il en faut 2 ou 3, donc le prof m'a un peu modifié mon carnet de sport, et il m'a donné des cours, et puis j'ai fait d'autres sports, aïkido, boxe française. J'aimais bien la boxe française, c'est très aérien, c'est très, très joli. Mmh. Par contre, au karaté, on ne tape pas au visage, donc on fait une défense symbolique, tandis que là, les coups de poing, je les prenais tous dans le nez. Mais j'avais des techniques de balayage, et comme ils sont très aériens, je me retournais, je balayais les gens, tiens, qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que tu m'avais dit que tu avais donné des cours de karaté aussi. Ouais. Mmh. C'est rigolo. Ouais, le sport, oui, heureusement, ça m'a souvent aidé, soutenu. Après, j'ai fait du tennis. Bon, je crois qu'on a fait quand même un peu le tour, sans trop... Oh bah oui, c'est déjà pas mal. Hein. Ah, c'est pas mal, ouais. Bon, ben merci beaucoup, Patrice. Ben, merci de ton intérêt. Et puis, c'est super. Et puis voilà. Nous, on continue notre amitié. Notre amitié. Allez, ciao. Au revoir tout le monde. Ciao. Au revoir.